Et après, comment tu vas choisir d'interagir avec les différents sites? Est-ce que tu penses que les consommateurs vont préférer aller sur chaque site et regarder pour se rendre compte finalement de la marque et est-ce que la confiance que je porte dans la marque, j'ai besoin d'aller voir sur place, faire une sorte de petite due diligence finalement, surtout quand c'est des paniers élevés? Ou est-ce que tu te dis, je vais déléguer ça, la recherche et la sélection vraiment au LLM? Ou est-ce que tu vas encore plus loin et dire, à partir du moment où j'ai choisi c'est celui-là, vas-y, book pour moi et je vais payer. Et comment tu veux payer à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas déléguer dans le paiement? Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant 3 jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-level, agrémentés de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est réellement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenu de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Pour en savoir plus, comment doit-on faire? C'est ultra simple, vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche absolument tous les e-commerçants, quelle que soit leur taille, leur maturité ou le secteur. Comment prendre de bonnes décisions dans un monde où tout s'accélère? Depuis l'arrivée de l'IA générative qui a bouleversé notre manière de travailler, de produire du contenu, de générer notre data, d'organiser nos équipes et plus largement, de penser le commerce en ligne. La vitesse d'adoption est inédite, on n'avait pas vu une rupture technologique de cette ampleur depuis l'arrivée d'Internet ou du premier iPhone. Dans cet environnement mouvant, les dirigeants doivent arbitrer vite, mais sans se tromper. Ils doivent aller au rythme de l'innovation, mais garder un cap clair. Et ils doivent trier entre ce qui révèle d'un effet de mode et ce qui transforme réellement leur business. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Binet, le CEO de PrestaShop. PrestaShop, bien sûr, vous le connaissez, c'est un acteur majeur de l'e-commerce en Europe, mais surtout un observateur privilégié des transformations qui traversent la chaîne de valeur, le front, le back, les outils, les usages et les organisations. Avec Olivier, nous allons explorer ce que cette accélération signifie vraiment pour les marchands, comment l'IA redistribue les cartes, comment garder la maîtrise de sa donnée et comment décider vite, mais décider juste. Une discussion qui se veut lucide, stratégique, sans discours commercial, pour aider tous les professionnels qui nous écoutent à comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Mais avant de commencer, Olivier, peux-tu te représenter derrière ce micro, parce que tu l'as déjà fait une première fois il y a quelques années, dans d'autres circonstances, mais je t'invite à le recommencer, parce que c'est important que tout le monde ait le même niveau d'information te concernant. Avec plaisir. Bonjour. Donc, je m'appelle Olivier Binet et ça fait à peu près 25 ans que je travaille dans l'e-commerce. Donc, tout d'abord comme e-commerçant, il y a très 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 longtemps pour le groupe TF1. Pour ceux qui connaissent Téléshopping, c'était une super aventure. J'ai adoré ça. Le live shopping de l'époque. Le live shopping et puis étonnamment multicanal bien avant l'heure. Téléshopping, c'était l'émission de télé, c'était un site internet évidemment e-commerce, c'était du mobile commerce. On parle avant 2010, avant l'iPhone, donc c'était quand même très en avance. Et puis même des boutiques physiques, donc c'était omnicanal bien avant que ça ne devienne une mode. Téléshopping, puis après je suis parti chez PayPal. J'ai fait quelques années chez PayPal où j'ai travaillé, donc évidemment très proche de l'e-commerce. Et là où ça compte finalement le plus, c'est quand l'argent rentre. Et puis chez PayPal aussi, j'ai beaucoup travaillé sur l'innovation. Les nouveaux usages des consommateurs et des entreprises, mais surtout des consommateurs.
quelles sont les nouvelles façons d'échanger de l'argent, notamment si je prends par exemple l'exemple de la mobilité, on ne paye plus le taxi à Paris comme c'était il y a 20 ans, n'est-ce pas? Oui, il y a même moins. Même moins. Donc, si tu veux, il y a des nouveaux usages qui ont fait qu'on échange de l'argent différemment. Et c'était ce sur quoi je travaillais chez PayPal. Et puis après PayPal, j'ai travaillé dans la logistique. J'ai monté InPost en France notamment. Donc, la logistique dans des casiers e-commerce. InPost qui a racheté Mondial Relais. Ça parle peut-être plus aux gens que InPost. Quelques aventures. C'est un acteur très important de la logistique. Exactement. Je pense que en point relais. Hein. Voilà, les e-commerçants qui nous écoutent connaissent tous Mondial Relais et les consommateurs aussi qui sont déjà allés chercher leurs colis dans des points Mondial Relais. Quelques passages dans la fintech, chez Finom puis chez Bridge. Donc là, plus complexe dans l'open banking. Donc ça touche un peu moins les gens, mais l'open banking, c'est ce qui vous permet en tant que consommateur d'analyser vos dépenses dans des applis de budget, ou pour des professionnels d'avoir tous leurs comptes réunis dans leur interface de compta, etc., sans avoir à aller envoyer leur relevé bancaire tous les mois. Ouais, on en avait parlé parce que c'est à cette occasion-là que tu étais venu derrière le micro de façon tout à fait simple. C'est le dispositif technologique qui permet à tout à chacun de transférer les données qui lui appartiennent d'un opérateur à un autre. De sa banque, surtout de sa banque, oui, de sa les banque. bancaires. Les données pardon, on était dans les données bancaires de l'un à l'autre. Exactement. Donc la technologie, la sécurité, la valeur, tout ça, ce sont des choses là très techniques. Est-ce qu'on pourra le faire demain avec les différents bots, différents LLM? Tu crois que c'est possible ça? Alors, peut-être pas. Mais techniquement, tu pars possible. avec tout ton historique ChatGPT pour aller le foutre dans le Gemini ou pour aller le mettre ailleurs. Bah, tu peux déjà. Aujourd'hui, tu peux déjà récupérer tes données bancaires. Rien ne t'empêche même de prendre... Non, mais là, pas bancaire. Tes données... c'est pas le sujet. Enfin, si, un peu quand même. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Toutes les données que tu peux exporter, tu peux les donner à Gemini ou à quoi que ce soit. J'ai un ami qui, il y a quelques mois, me disait qu'il faisait des tests, il analysait les conversations qu'il avait sur WhatsApp. Ouais. Tu télécharges une conversation et tu demandes à ChatGPT, Gemini, peu importe, d'analyser ces conversations et te dire qu'est-ce qui est en train de se passer, comment ma relation avec cette personne est en train d'évoluer, etc. Et ça marche très très bien. Oui. Bon, pardon, je t'ai coupé. Bridge, pendant 2 ans à peu près. 2 ans à peu près, tu as dirigé cette fintech. Il a d'ailleurs un lien capitalistique avec BPCE, si je ne dis pas de bêtises. Et après ça, tu es arrivé ici chez PrestaShop. Ça fait donc 3 mois. On est le 5 décembre quand on enregistre 2025, quand on enregistre cette émission. Donc tu viens d'arriver ici. Effectivement, tu viens de le retracer. Tu as un footprint dans le e-commerce qui permet d'asseoir ta légitimité à prendre la parole sur les sujets qu'on a envie ensemble d'évoquer aujourd'hui. Pourquoi en fait on va en parler? Parce que on arrive à la fin de l'année. 2025 a été profondément marqué par les enjeux technologiques dans un environnement économique instable. On a tous entendu parler des acteurs traditionnels qui ont dû fermer les portes. On pense à différentes marques, principalement dans le textile. Et puis aux nouveaux acteurs qui arrivent comme Shein, la fast fashion, qui sont des boîtes de tech. Avant tout, c'est bien ce qu'il faut garder à l'esprit. Donc, ce qui illustre aussi la prépondérance des enjeux tech dans l'ensemble de l'écosystème retail et e-commerce. Là-dessus arrive tout ce qu'on connaît avec les IA génératives. Donc 2025, je pense que c'est vraiment une année à qualifier de technologique dans le sens où il y a, des questions très prégnantes autour de la technologie. C'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui de discuter de ça, Olivier. La première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement comment on perçoit cette accélération technologique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de prendre une décision qu'il y a 3 ou 5 ans? Alors, je crois déjà que la perception de l'accélération technologique, on la vit tous en tant que consommateur. Je crois que c'est aussi une tendance de fond, c'est que le B2C et le B2B s'entrechoquent. On vit tellement de nouveautés en tant que consommateur qu'on perçoit combien notre entreprise doit changer. Avant, c'est des mondes qui étaient quand même assez séparés. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, on a des attentes dans le B2B qui sont des attentes au niveau de la simplicité, de l'efficacité, etc., on attend nous dans le B2C. Je donne un exemple très simple. Depuis que tu as un iPhone dans la main avec des apps, tu ne peux pas tolérer qu'une application ne fonctionne pas du premier coup.
tu as un petit peu de cheveux blancs ou de poils de barbe blanche comme moi, donc tu sais qu'il y a un temps, quand tu installais quelque chose avec un CD-ROM sur ton ordi, ça marchait pas toujours du premier coup. C'était normal, tu vois. Tu t'éteignais ton ordi, tu recommençais, ça plantait, c'était normal. Ça n'existe plus aujourd'hui. En tant que consommateur, ça n'existe plus. Ces attentes de qualité, d'UX, etc. sont maintenant les mêmes dans le B2B. À l'inverse, le B2B, on exige dans le B2B ce que tu as dans ta vie de consommateur. D'accord ? Et les consommateurs exigent maintenant une qualité, une profondeur fonctionnelle qui existait dans le B2B jusqu'à présent. Donc il y a vraiment ces mondes qui s'entrechoquent. Ça, c'est une première chose. Et donc ta perception de l'innovation, tu as dit dans ton intro, l'accélération, ouais. Ouais, de l'accélération et de l'innovation, tu le vois dans ta vie de tous les jours avec ChatGPT ou les LLM en général, qui sont arrivés il y a très récemment et qui déjà posent des problèmes de société. On se dit, ah là là, le ChatGPT dans l'éducation des enfants, etc., ce qui pouvait prendre 10 ans auparavant. Là, c'est presque instantané. Donc tu le vis dans ta vie de consommateur, ta vie de citoyen tous les jours, et donc tu te dis que ça affecte aussi ton business. Pour être plus précis sur la partie e-commerce. Sur la partie e-commerce, il y a 20 ans, tu faisais un nouveau site e-commerce. Tu savais que dans les 5 ans, la durée de vie, le cycle de vie moyen d'un site e-commerce, c'est après 4-5 ans, tu vois. Tu te disais qu'en 4-5 ans, il se passait rarement grand-chose d'extraordinaire. Une fois, il y a le mobile qui est arrivé, bon, mais ça s'est pas fait tout de suite non plus. Donc ce que je veux dire, c'est que dans un cycle donné, il n'allait pas se passer des choses majeures. Tu sais qu'entre le moment où tu fais ton site et le moment où tu devras le refaire, bon, tu auras toujours des trucs un peu plus évolués, un peu plus sympas, tu mettras un nouvel outil, mais dans l'ensemble, le monde n'aura pas changé. Aujourd'hui, c'est pas qu'il aura changé, il aura peut-être changé 2 fois dans ce cycle. Et donc, quand tu prends une décision pour une nouvelle plateforme, pour un nouvel outil, et que tu l'installes pour 4-5 ans, tu te dis, mince, je dois faire le pari que cet outil, il va tenir bon pour les 2 prochains cycles d'innovation. Et donc, ça te met une pression sur le choix des outils, le choix des partenaires qui est beaucoup plus importante. Comment tu fais pour pas être paralysé par cette difficulté? Parce que et en même temps, tu dois avancer. Tu peux pas te permettre de rester immobile. Et ça, c'est vraiment difficile. Ça crée une anxiété chez beaucoup d'e-commerçants. C'est cette anxiété, finalement, c'est aussi des zones de tension. Tu les vois sur l'aspect technologique. Est-ce que par conséquence, elles existent sur d'autres aspects? Je pense à la supply, à l'acquisition, à l'analyse des besoins des consommateurs. Tous les domaines sont touchés et sont touchés en même temps. C'est-à-dire que c'est pas juste l'outil, la technologie qui affecte la façon dont un outil fonctionne, c'est toute la chaîne de valeur qui change. Les experts sur qui tu t'appuies ont un business model qui change. On parle beaucoup de scandales sur le consulting en ce moment, d'ailleurs, mais c'est vrai pour toute la chaîne de valeur. Alors, il y a des choses physiques qui changent plus difficilement dans la partie logistique, par exemple. Même l'IA ou des modèles un peu experts étaient déjà utilisés pour optimiser les routes de transport et de livraison de colis. Et les colis, physiquement, ils devaient aller du point A au point B. Donc ça change un peu plus lentement. Mais en revanche, dans tout ce qui est purement digital, ça change très très vite et sur toute la chaîne. Pour d'autres exemples, et si on pense notamment à la partie acquisition, qui est un vrai pain pour les e-commerçants, ça coûte de plus en plus cher tous les ans et il y a de plus en plus d'environnements qu'il faut payer. Donc il y a quelques années, Google est arrivé, tu devais payer Google, puis Facebook est arrivé et en plus tu devais payer Facebook, puis TikTok, puis machin, puis faire des vidéos, puis YouTube, ça en finit plus. Et demain les LLM. Qui peut croire une seule seconde? Mais bien sûr, que tu ne paieras pas l'acquisition sur les LLM. Déjà sur les réseaux, sur l'acquisition, sur la compréhension des réseaux, oui, il y a la techno derrière, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la façon avec laquelle les jeunes générations consomment. La fragmentation du search, aujourd'hui, c'est une réalité face à laquelle se trouvent tous les commerçants et retailers. La nano-influence, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Comment on fait pour, en partant d'un petit truc, diffuser plus largement et parfois sans même contrôle. C'est-à-dire, il y a un nano-influenceur qui va se saisir d'un de nos produits, en faire la promotion, de l'unboxing par exemple, et puis, parce qu'il l'a raconté d'une certaine façon, devenir viral. Ce qui réduit le coût d'acquisition puisque c'est pas maîtrisé. Mais par ailleurs, il y a aussi ces coûts d'acquisition. Donc en fait, il y a la tech qui change, mais il y a les comportements d'achat qui changent en parallèle. Alors est-ce que c'est dicté
par la techno ou par les évolutions générationnelles? Les deux, mon capitaine. Tu sais pas comment les nouvelles générations vont s'emparer de ce qui arrive et vont faire leur choix. Aujourd'hui, on commence à voir les premières stats là sur le Black Friday aux États-Unis et comment l'IA a été utilisée. Quasiment. Comment ça a été utilisé pour les achats. Alors bon, il y a des choses quand même presque rassurantes, c'est qu'on voit que majoritairement l'usage de l'IA pendant le Black Friday aux États-Unis a été drivé par la recherche de coupons, de prix, de promotions, où est-ce que je peux trouver le meilleur prix. Donc ça reste quand même humainement le driver principal, c'est comment je peux faire la meilleure affaire possible. Et finalement, trouver le bon produit, avoir l'IA qui résume un peu les avis sur un produit, ça arrivait quand même bien en dessous. C'est vraiment toujours le prix qui drive. Et là, c'est compliqué de se battre aussi contre des Chinois, surtout en temps de crise. Ouais. Justement, tu fais une bonne transition sur le sujet de l'IA. On en parlait avant d'enregistrer sur ce qu'il y a eu comme mode technologique. On rigolait en se rappelant de certaines réalités auxquelles on avait du mal à croire. Et puis finalement, à raison. Aujourd'hui, on peut évidemment pas dire que l'IA générative est une mode. C'est une évolution, c'est une rupture. Je le disais en introduction, on a eu Internet, puis l'iPhone. L'IA, c'est générative, c'est la troisième étape. Comment on peut finalement qualifier tout ça? Écoute, quand tu regardes techniquement, tu auras toujours des gens pour dire que c'est une évolution parce que ça existe depuis un moment. La rupture, elle est dans le fait que n'importe qui peut demander en langage naturel à une IA de travailler pour lui. La rupture, elle est dans l'usage. Elle est dans l'usage. Et la rupture, si tu veux, c'est ce prompt ou cette interface très très basique dans laquelle tu demandes n'importe quoi et tu as une réponse, c'est quand même magique. La première fois que tu demandes quelque chose à un LLM waouh de dingue. et que tu le vois travailler et te produire un truc, tu te dis c'est dingo, c'est dingo. Et dans les usages, tu vois, j'en parlais hier, en tant que chef d'entreprise, tu as envie que tes employés s'emparent de l'IA et le comprennent fortement et qu'ils l'utilisent tous les jours. Et c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup d'études qui montrent déjà qu'il y a deux façons de l'utiliser, principales. Il y en a une dans laquelle tu te décharges de tout effort cognitif et qui te rend débile, un peu plus débile chaque jour. Et tu as des gens qui se font challenger par l'IA et qui finalement, eux, deviennent meilleurs grâce à l'IA. Et tu as vraiment cette évolution en K, des gens qui deviennent rapidement plus débiles et des gens qui deviennent rapidement meilleurs. Et ça, c'est un tel sujet d'éducation. J'ai des enfants, ma fille aînée va avoir 21 ans, elle est étudiante, et c'est exactement le sujet que j'aborde avec elle, c'est l'intelligence avec laquelle tu promptes. Parce qu'en tant qu'étudiant, la tentation est vraiment forte de demander à ChatGPT de s'organiser pour toi. Ça pose plein de problèmes de société, et si tu veux, on peut dire la même chose pour un e-commerçant. Tu en as qui vont faire rédiger toutes leurs fiches produits, etc. avec l'IA. D'accord, mais au final, est-ce que c'est vraiment de la qualité? Est-ce que une IA qui demain va lire cette fiche produit va l'apprécier autant qu'un être humain ou l'inverse? Donc, il y a des vraies questions autour de ça. Et il y a déjà des études qui sortent là-dessus. Et puis, tu en as d'autres qui vont vraiment se faire augmenter par l'IA. C'est la même chose pour les sites Internet. Maintenant, il y a d'autres questions sur lesquelles personne ne sait. On parle beaucoup d'agentique commerce. Personne ne sait comment ça va évoluer. Vraiment, personne ne sait. Personne ne sait comment le sujet va être adopté. Exactement. Puisque on sait techniquement comment ça va se faire. Est-ce que ça se fait déjà? En fait, techniquement, si tu veux, les grosses boîtes sont positionnées. L'agentique commerce, pour ceux qui sont pas tout à fait à l'aise avec la notion, on dit bien agentique pour agent. Ça vient de là, agentique commerce, c'est le commerce réalisé par des agents IA. Principalement, on peut en compter deux natures, ceux qui sont intégrés chez les retailers ou les e-commerce, les e-commerçants sur leur site. Donc, ce sont des agents qui appartiennent aux retailers et qui sont comme des personal shoppers à l'intérieur du shop et qui vont vous aider à accélérer pour remplir votre panier, et puis vous prenez la décision de valider le panier d'achat. Et puis, on a les agents de commerce exportés en dehors, typiquement ce que propose ChatGPT de plus en plus avec Shopping Research, qui est et puis comment ça s'appelle, Instant Checkout, enfin tout le dispositif que un LLM extérieur à un site internet met en place pour que
l'agent de commerce de ce LLM réalise pour vous un certain nombre d'actions. Typiquement, vous lui dites, réserve-moi une semaine de ski à Noël 2025 dans les Alpes françaises pour 4 personnes. Et puis, on donne 2-3 paramètres. Et il se démerde et il achète le truc dans le monde un peu utopique. On n'en est pas encore à la délégation complète de l'achat, même si techniquement les choses y arrivent. On y arrive. Là, il n'y a plus d'enjeu technologique. Mais l'idée, c'est de déporter à une sorte d'esclave du commerce la réalisation d'un certain nombre d'achats. Donc, il faut bien comprendre que philosophiquement, l'agentique commerce, c'est quand même déjà 2 choses différentes et qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Alors, j'ai pris beaucoup de temps pour en parler, mais je pense que c'était important. Et tu as raison. Et moi, j'aimerais découper ça en plusieurs choses pour aider un peu ou essayer modestement d'aider les e-commerçants à comprendre où est-ce qu'il faut qu'ils se forgent des convictions. La première qui est évidente, c'est que quoi qu'il arrive, le LLM est un moyen de découvrir les produits. Donc, optimiser ou tenter d'optimiser son site pour que ses produits apparaissent et que son site et sa marque soient connus et comprises et que sa spécificité, sa proposition de valeur soit connue et comprise par les LLM, c'est une priorité pour les e-commerçants. Comment faire? Alors, il y a plein de boîtes qui se créent en ce moment pour vous expliquer, pour faire l'équivalent du SEO, on appelle ça le GEO, le GEO, pour les LLM. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment ça marche, et surtout que les LLM changent leur façon de procéder régulièrement, un peu comme à un moment donné Google qui change sa façon d'indexer les pages. Ça va être un premier enjeu qui est commun à tous les e-commerçants. L'autre, c'est il y a plusieurs modes d'interaction avec les agents et plusieurs niveaux de délégation. Est-ce que j'utilise le LLM pour me dire, bon, moi j'aimerais partir au ski cet hiver à telle époque avec une famille de 4, etc. Tu me recommandes quelle station, quel truc, pour quel niveau de prix, etc. Donc, il y a côté presque expert en voyage qui va t'aider à concevoir ton voyage et te guider vers certains peut-être prestataires. Ça, c'est une première chose. Et après, comment tu vas choisir d'interagir avec les différents sites? Est-ce que tu penses que les consommateurs vont préférer aller sur chaque site et regarder pour se rendre compte finalement de la marque et qu'est-ce que la confiance que je porte dans la marque, j'ai besoin d'aller voir sur place, faire une sorte de petite due diligence finalement, surtout quand c'est des paniers élevés. Ou est-ce que tu te dis, je vais déléguer ça, la recherche et la sélection vraiment au LLM? Ou est-ce que tu vas encore plus loin et dire à partir du moment où j'ai choisi c'est celui-là, vas-y, book pour moi et je vais payer. Et comment tu veux payer à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas déléguer dans le paiement? Et ça, c'est un élément, ça, qui, pour la partie paiement, alors que je connais un peu parce que il se trouve que j'ai passé quelques années chez PayPal, mais il y a très longtemps, fin des années 90, c'était un problème qu'il y avait déjà sur Internet. Les gens avaient peur de payer par carte sur Internet. C'est là que s'est pointé un petit gars qui s'appelait PayPal et qui a résolu ça en étant un tiers de confiance là-dessus. La vraie question, c'est qui va émerger demain pour être le tiers de confiance vis-à-vis des LLM? Donc, il y a des protocoles qui sont en train d'être dessinés, des protocoles entre les PSP, les acquéreurs et les LLM. Voilà. Sauf que les PSP, ils sont pas connus des consommateurs. Enfin, toi, tu les connais parce que tu les as sur la table. Non, mais c'est pour ça qu'il y a les schemes qui arrivent aussi par-dessus. Donc, les schemes essayent, tu as des wallets de plus en plus. Hein, les schemes, pour ceux qui sont pas à l'aise avec le mot scheme, c'est Visa, Mastercard, Wero qui arrivent en Europe. Exactement, ou les historiques comme les PayPal et tout ça. Oh, pardon. Donc, qui vont être les tiers de confiance pour vous, pour payer demain en ligne? Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'un PayPal se positionne pour être le wallet exclusif pour OpenAI, etc. Ça paraît normal, c'est leur proposition de valeur originelle. Mais il y en a d'autres qui vont le faire. C'est quelle conviction chaque e-commerçant aura par rapport à ça. Il y a le minimum vital, le GEO, faire des bonnes fiches produits, être visible. Et le GEO, en fait, c'est entre guillemets la suite du référencement, la suite du SEO. Exactement. Et je vous invite d'ailleurs à écouter ce qui a été raconté dans l'épisode qui s'appelle GEO, la suite du SEO, qui passait il y a pas longtemps. C'est des sujets dont on parle, ça c'est le référencement, mais il y a un truc qui va plus loin pour les commerçants. C'est le MCP. Bien sûr. Le MCP, c'est ce protocole qui permet à un commerçant d'ouvrir un accès au LLM à, on va dire, sa base produit. Et ça c'est fondamental. Donc, d'ouvrir les LLM pour plusieurs choses d'ailleurs. Hein. Le MCP serveur va vous permettre donc d'interagir avec un LLM, soit pour lui pousser des données, mais aussi pour faire des choses sur le back-office, par exemple, du site. Donc, chez PrestaShop, on a un MCP serveur
qui d'ailleurs de plus en plus sur lequel on peut mettre des LLM open source. Je précise juste pour tout le monde que le LLM, en tant que consommateur, on a l'impression qu'il agit toujours de la même façon. Sauf que selon les montées de version, il va plus agir de la même façon. Donc ce que vous avez conçu pour OpenAI, pour ChatGPT un jour, peut ne plus fonctionner la semaine suivante. Donc il y a une vraie utilité parfois. Ce qu'on a conçu, c'est... Tu veux dire quoi? Toi, si tu décides que tu vas utiliser... Tu parles de côté consommateur? Non, pardon, excuse-moi. Tu es un e-commerçant et tu décides d'utiliser ta technologie, ta brique e-commerce intègre un MCP serveur. Tu vas pouvoir utiliser un LLM pour faire des choses sur ton site. Analyser tes ventes, générer des fiches produits, faire plein de choses, d'accord? Si tu as ça qui fonctionne bien sur ton site et que tu utilises un LLM comme l'OpenAI par exemple, si eux changent leur façon de fonctionner, demain, ça risque de casser ce qui se passe. Okay. En l'occurrence, c'est marrant parce qu'on avait une démo qui s'est arrêtée de fonctionner le jour de la démo parce qu'il y avait une mise à jour par laquelle on n'était pas au courant. C'est pour ça qu'on utilise aussi des LLM. On permet d'utiliser des LLM open source qui, eux, sont beaucoup plus stables dans le temps. Et puis, on n'a pas forcément besoin d'une performance extraordinaire pour tout. Donc ça, c'est un élément important à prendre en compte pour tout le monde et à bien se poser la question de la stabilité du résultat quand on utilise ça pour des processus internes. Donc il faut faire des vérifications régulières. C'est plus des vérifications. Il faut utiliser quelque chose dont on sait qu'il va être stable dans le temps. D'accord ? Utiliser les LLM et les MCP serveurs en interne, c'est très puissant, mais ça demande une vraie stabilité dans les processus et donc dans les résultats de l'interaction avec les LLM. Vers l'extérieur, en revanche, et c'est vrai que ces protocoles permettent d'échanger les fiches produits, de faire finalement d'avoir tous ces produits qui sont facilement lisibles par les LLM et qui sont visibles dans les LLM. Là, la question se pose de comment ils y arrivent. C'est-à-dire, est-ce que vous le faites vous directement avec les LLM ou est-ce que c'est votre brique e-commerce qui, parce que souvent pour les SaaS d'ailleurs, qui ont tous leurs clients SaaS, dont tous les produits sont remontés dans les LLM. Sauf que finalement, il y a un intermédiaire entre votre site et les LLM. Qui choisit quels produits apparaissent? Quand vous avez deux intermédiaires, vous avez deux algorithmes pour faire simple. Mmh. D'accord? C'est une vraie question à se poser. Et c'est un vrai risque stratégique pour un e-commerçant. Comment on y répond à ça? En posant la question très directement, notamment quand vous êtes, j'allais dire pas prisonnier, mais selon le type de technologie que vous utilisez. Si vous utilisez une technologie SaaS, vous êtes dépendant de l'outil SaaS pour toutes ces choses-là. Donc, votre outil SaaS, quelle est sa politique et comment est-ce qu'il le fait? C'est quoi le niveau de transparence dans le fait qu'il pousse tous les produits? Vous pouvez lui demander très simplement, pourquoi tu aurais intérêt à pousser mon produit si j'ai un concurrent qui est aussi chez toi et qui a des produits moins chers ou qui te donnent plus de marge? Et les modèles économiques des LLM vont aussi échanger. Et par-dessus, tu mets les modèles économiques des LLM. Mais toi, en tant que marchand, du coup, il y a deux niveaux à maîtriser. Ça, stratégiquement, c'est une vraie question à se poser quand on est e-commerçant. Là, tu viens d'ouvrir le sujet que je voulais aborder avec toi. C'est justement la stack e-commerce des e-commerçants. On peut en faire la distinction entre ce qui est front et ce qui est back office. Ouais. Je le disais justement en introduction. Le front, c'est ce qui se voit, c'est ce dont on parle. C'est ce qui est médiatique. Le back l'est beaucoup moins. Et pour autant, les évolutions, elles se jouent bien autant dans le back que dans le front. Évidemment. Le front, c'est ce qui va le plus changer. C'est-à-dire que, en tout cas de façon visible, est-ce qu'il y aura toujours besoin d'un front si les gens demain achètent tous directement via le LLM? Et en même temps, c'est là-dedans que votre marque existe. Alors on commence à voir... Alors attends, je te fais une pause. Parce que l'idée... Elle est évidente pour toi, je la recontextualise aussi pour ceux pour lesquels c'est pas évident. Si jamais on ouvre des conditions, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, si jamais la tech et la régulation s'entendent pour que en Europe, on puisse laisser au LLM la possibilité de faire des courses pour nous, comme on a commencé à l'évoquer tout à l'heure, ça sous-entend que nous n'avons plus, nous consommateurs, besoin de nous rendre sur le site. Donc, le parcours d'achat s'en trouve singulièrement modifié pour l'utilisateur, mais aussi pour le commerçant qui, lui, ne voit plus les habitudes d'achat, les comportements d'achat et peut-être même, dans une certaine mesure, la donnée. Même si les protocoles qui sont en cours de création entre les LLM et les marchands, en dehors des
au-delà des MCP, c'est justement de capter un peu de données, parce que le commerçant on a bien besoin, entre autres pour livrer le produit. Mais donc il y a plein de questions qui se posent sur l'UX. Est-ce que c'est un UX des sujets qui disparaissent? Est-ce que les utilisateurs vont quand même continuer à aller sur les sites? Est-ce qu'on va voir arriver des sujets type dark store, uniquement conçus pour les LLM? Bref, c'est de ça qu'il s'agit quand tu parles de ça. Et je pense qu'il fallait un petit peu l'introduire. Tu as bien fait, je vais beaucoup trop vite. Et finalement, tu as une version digitale presque du showrooming. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je vis l'expérience de la marque, qui peut être digital, et un endroit finalement où j'ai les choses bassement transactionnelles. C'est peut-être deux environnements différents. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que les deux coexisteront. N'oublions pas que c'est un plaisir tout à fait humain de faire du lèche-vitrine. C'est une activité à part entière pour les gens. La vie commerciale n'est pas uniquement transactionnelle. Et d'ailleurs, les e-commerçants le savent bien. Ils voient bien que, notamment pour les produits un peu chers ou plaisir, les gens les achètent pas, ils achètent de façon spontanée, mais ils l'ont vu peut-être 5, 10, 15, 20 fois avant de venir l'acheter. Ça se fait pas en une seule fois. Donc il y a un plaisir à se faire du mal, à regarder le produit, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas, etc. Ça m'arrive régulièrement. Mais surtout en cette période juste avant Noël où on est en train de tester les idées qu'on a pour les uns, pour les autres, aller voir le site. Ah, c'est pas mal, ouais. Mais est-ce que ça va lui plaire vraiment dans ce sens, comme ci, comme ça Mais la question aussi, c'est est-ce que demain, c'est pas quelque chose que tu vas en partie déléguer à ton LLM? C'est-à-dire, moi, maintenant, il me connaît super bien. Je peux vous dire que il sait vraiment beaucoup de choses sur moi. C'est flippant, mais en même temps, c'est super. Et elle dit, tiens, je veux trouver un cadeau pour ma femme, un ami, etc. J'ai fait l'essai il y a 2 jours sur OpenAI, sur ChatGPT, pour lui demander de m'accompagner. Alors, la réflexion est un peu plus longue que d'habitude, que pour d'autres requêtes, mais le résultat, il est dingue. Il est dingue. Mais attends, parce que tu peux aller plus loin. C'est-à-dire, à quel moment tu pourrais pas avoir ton agent qui va demander à l'agent de ta femme, par exemple, tiens, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Discrètement, on se parle tous les deux, comme ça, je lui souffle à l'oreille ce qui ferait plaisir à sa femme, pour la surprendre, tout en connaissant parfaitement ses goûts et ses couleurs. Là, on va très loin. Mais j'adore. Alors, tu sais, il y a un truc dans mon job que j'aime bien, c'est que parfois, je rencontre des gens, des patrons de grosses boîtes qui font l'avenir du commerce, etc. Et ben, je leur pitch, moi, ce que j'aimerais avoir, tu vois. En l'occurrence, ça, je l'ai fait avec un patron de grosse boîte américaine. Je dis, moi, j'aimerais que mon agent fasse ça. J'aimerais lui dire, écoute, moi, je préfère acheter local, même si je paye 5, 10, peut-être 15% de plus, mais pour que ce soit un commerçant du quartier ou pas loin, etc. Mais du coup, je veux que mon agent, il connaisse ses préférences à l'avance. Et ça, je suis prêt à le confier uniquement à un vrai tiers de confiance. En quoi tu vas me donner confiance pour que je te donne ces informations? Là, on est éloigné des problématiques des e-commerçants. Mais là, on est sur finalement une utilisation du front. Revenons sur les sujets plus back-office. Quand on parle de back-office, on pense à beaucoup d'opérations. Alors, dans le back-office, on peut entendre parler de bases de données, mais aussi de supply. J'aime bien qu'on revienne un peu sur la supply parce que un e-commerçant, c'est avant tout un opérateur d'expédition de produits. La supply, elle est au cœur du business. On n'est pas en train de vendre des produits dématérialisés. Il y a bien cette réalité produit. Et donc, les mains dans le cambouis, c'est une réalité pour les e-commerçants. Alors parfois, elle est déléguée à des opérateurs qui le font pour leur compte. Il n'empêche que dans la chaîne de valeur du e-commerçant, la place des opérations et de la supply est prépondérante. Tu as raison, et c'est là où il y a un potentiel gigantesque pour les e-commerçants, et notamment les petits e-commerçants. C'est-à-dire que si tu vas chez un gros e-commerçant, il a un directeur logistique qui travaille depuis 20 ans dans la logistique, qui connaît tout le monde et qui sait exactement comment ça fonctionne. Il a un directeur paiement qui sait comment lancer un RFP avec tous les PSP du coin et qui va obtenir les meilleurs prix sur le paiement. Quand tu es un marchand qui fonctionne bien, qui tourne, mais qui est pas suffisamment gros pour avoir toutes ses qualités en interne, comment tu fais? Maintenant, tu es là. Tu peux facilement lancer un RFP avec un LLM. Tu peux facilement te challenger. Le LLM, c'est aussi un vrai outil d'expertise pour toi, faire mieux partout. Comment tu intègres ça pour challenger ton e-commerce, pour le rendre bien meilleur? Ça va mettre la pression sur tous les prestataires qui vont m'en vouloir, logistique ou paiement. Mais ça, c'est un vrai enjeu à intégrer tout de suite.
Pas besoin d'intégration. Ils vont pas t'en vouloir parce que Non, mais ils le savent. ils le savent et puis tu vas pas, c'est pas un ChatGPT qui va remplacer la gestion des flux bancaires, de l'acquisition. C'est pas un ChatGPT qui va emballer à ta place les paquets pour les expédier Tout pour à fait. Noël. Mais il peut te dire assez simplement, là, par rapport à un business de ta taille, dans le temps que tu mets pour préparer les commandes, t'es pas au top. Oui, tu vas pouvoir faire mieux. Donc, Tu peux plus de faire mieux. valeur. Et dis-moi comment je pourrais faire mieux. Et il va te donner des suggestions. Et ça, c'est une expertise facile à avoir. Comment il fait pour faire mieux, pour tu reconnectes ton ERP avec ChatGPT? Non, je vais trop loin, mais c'est quoi? Si, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est marrant, on a tu sais, chez PrestaShop, comme on est open source et qu'on a une marketplace, tu as toute une communauté de développeurs, d'agences, etc., qui développent des modules. Et qui les mettent à disposition de la communauté des marchands. Et on a, le jour même où on a lancé notre MCP serveur, on a des agences qui avaient créé en avant-première des modules qui te permettent d'analyser tes ventes, qui te permettent directement dans ton back-office et qui te permettent d'être un meilleur commerçant. Ça, c'est vraiment une révolution, notamment pour ces plus petits e-commerçants qui n'ont pas les moyens d'avoir une expertise en interne full-time. Ça, c'est pas possible. Ou qui ont des tâches parfois très chronophages, de reporting, etc., qu'on fait pas aussi souvent qu'on voudrait parce qu'on n'a pas le temps. Concrètement, c'est ces dispositifs qui évoluent, qui se finalement démocratisent pour un plus grand nombre, permettent d'améliorer quoi? La gestion des stocks, l'anticipation des stocks, les pics. Même la performance des produits. Ou tu sais, il y a toujours des questions sur quel produit je mets en avant sur le site. Faire de l'A/B testing, etc. Parfois, certains e-commerçants connaissent à peine ces termes. Et puis, t'as pas le temps, t'as pas l'expertise pour mener ces expériences, pour comprendre, pour avoir des insights sur ce qui se passe. Parce que là, en fait, tout ce dont on parle, je crois qu'on a bien décrit, en fait, le contexte dans lequel tout cet écosystème évolue, les enjeux, ça va très vite. Et justement, la question qu'on posait tout à l'heure, qui est le thème de cette émission, c'est mais comment décider au milieu de tout ça? Et typiquement, ce que tu viens de nous décrire me fait poser cette question-là. Comment un dirigeant aujourd'hui va pouvoir déléguer à ressources existantes l'utilisation de l'IA? Comment il va pouvoir leur demander de s'augmenter? Est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau du COMEX qui doit piloter ce genre de choses? Bref, on est au cœur là des enjeux de décision, de gouvernance, dans tout ce monde qui va très vite. Écoute, moi je remonte d'un cran. C'est déjà, dans ce monde qui va très vite, comment je me laisse le plus de portes ouvertes et stratégiquement que je me retrouve pas étranglé demain. Donc on l'a dit, il y a des problématiques de demain. Est-ce que je suis complètement pieds et poings liés pour la façon dont mes produits vont remonter dans les différents LLM? Ou est-ce que c'est quelque chose que je peux, si je le veux, maîtriser? On revient là stratégiquement à quelque chose qui est assez proche de où sont mes données. Est-ce qu'elles m'appartiennent? Est-ce qu'elles sont en Europe ou pas? On n'est pas loin de ça. Donc ça devient des questions de plus en plus le business importante. Sur les marketplaces, c'est déjà ça quelque part. Quand tu utilises une marketplace, ta donnée, t'en as plus beaucoup. Et exactement. Donc il y a des questions qui deviennent de plus en plus stratégiques parce qu'on voit bien que la donnée, elle est encore plus importante qu'elle ne l'était ces dernières années. Et après, la question c'est si je change ma plateforme demain pour les 5 prochaines années, avec qui je veux faire ce pari? Et là, les modèles des différents prestataires sont plus ou moins anxiogènes quand on gratte sur ces sujets-là. Est-ce que je suis pieds et poings liés sur la façon dont je vais devoir interagir avec les LLM? Est-ce que demain, j'ai le choix sur comment je peux utiliser l'intelligence artificielle dans mon back-office? Quel choix j'ai demain? Qu'est-ce qui m'appartient vraiment demain? Et je pense que cette question, elle est vraiment centrale dans le choix demain. L'autre chose, alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas faire de la pub. Le choix qu'on fait, c'est qu'on se dit que c'est tellement compliqué qu'on peut pas avoir de réponse et faire de bons paris. Ce qu'on fait en revanche, c'est sur le corps. Les instructions que moi j'ai passées et ce qui est notre obsession, c'est qu'on essaye d'être future-proof. Quoi qu'il arrive demain, le corps pourra interagir avec un LLM ou quoi que ce soit d'autre demain dans la façon dont ça fonctionnera. On l'a dit, l'agentic commerce, on ne sait pas trop quelle direction ça peut prendre, ça peut en prendre plusieurs, ça fonctionnera, quelle que soit la façon de faire. Et ça fonctionnera chez le marchand, chez lui, avec des données qui sont chez lui, qui choisira de partager ou pas comme il veut. Bon, ça c'est un parti pris. Et je pense que c'est important pour les e-commerçants de poser cette question, de faire leur choix en conscience, mais au moins de poser réellement la question.
où sont les données, en quoi je suis pieds et poings liés, combien ça me coûte et combien ça me coûtera demain. Vraiment. Et ces questions-là, tu les délègues à différents responsables. Est-ce que ça se pilote, ces réflexions-là, ou alors est-ce que c'est finalement demander à chacun du COMEX de se saisir de ces questions et ça se structure? Comment Là, je pense d'une part, on est sur des décisions tellement stratégiques qu'il doit y avoir une conviction forte du dirigeant de e-commerçant, très clairement. Je partage ton point de vue. Sur l'IA, l'obsession, c'est comment est-ce que toute l'entreprise s'empare de l'IA. Chaque personne doit s'en emparer et chaque personne doit s'augmenter. D'ailleurs, moi, j'ai une présentation qu'on va faire là bientôt chez PrestaShop, alors qu'on est quand même, tu vois, on a sorti MCP Server, on peut se dire qu'on est quand même assez éduqué sur l'IA, sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'évolution en K, les deux branches du K, de l'utilisation de l'IA. Ceux qui deviennent de plus en plus débiles et ceux qui sont augmentés. Je pense qu'il faut que chacun se saisisse de ça, à titre personnel et professionnel, et se prenne en main. Et l'entreprise deviendra meilleure. C'est pas juste des grands choix stratégiques. Il y a un choix stratégique qui appartient aux dirigeants, mais il y a aussi comment tu fais pour que individuellement, chacun prenne sa responsabilité pour s'augmenter. Là, il y a déjà des gens qui surveillent comment ça se passe au niveau logistique chez un e-commerçant. Quelle que soit la taille de l'e-commerçant, il y a quelqu'un qui s'occupe de vérifier que on est bien livré. D'accord? Mais être bien livré et pouvoir être livré mieux, on n'a pas tous la connaissance profonde du domaine pour poser cette question. Quelqu'un qui a un directeur logistique qui fait ça depuis 20 ans, il a l'expertise interne. Un e-commerçant qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, il n'a pas un directeur logistique en interne. On est bien d'accord, et justement, pour reprendre ton image du cas, face à ces sujets-là, on peut l'appliquer également. Il y a ceux qui vont peut-être surinvestir, ceux qui vont sous-investir, face à la multiplication des enjeux autour de la tech en général, de l'IA en particulier, et puis il y a cette espèce de FOMO technologique. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont on doit se méfier? Non, mais tu dois toujours te méfier du FOMO, mais en même temps, tu sauras si tu as eu raison ou pas que a posteriori. Donc bon, ça c'est un peu moins grave. C'est tellement... Parce que ça tourne beaucoup autour de l'IA, ce qu'on se dit de l'accélération due à l'IA. La grande différence avec beaucoup d'autres technos, c'est que l'IA touche absolument tout le monde, dans toutes les familles, partout. Et donc, éduquer les employés d'une entreprise à être bons dans l'utilisation de l'IA, donc être sur la bonne branche du cas, c'est ça aussi qui va faire que toute l'entreprise va devenir meilleure avec l'IA et prendre des bonnes décisions. Et peut-être faire un tout petit peu mieux la part des choses. Mais c'est pas parce que toi t'es bon que l'utilisation de la masse va être bonne. On est bien d'accord. Et de tes clients. Est-ce que tu as observé des erreurs qui ont été faites de ce style-là, où c'est encore finalement... Sur l'IA, tu veux dire? Ouais, je sais pas, sur l'IA, sur les décisions, en fait, les décisions qui sont prises ou pas prises, des réflexions autour de comment on fait pour y aller, on y va pas. Est-ce que tu entends des gens dire, ouais, attends, pour moi, aujourd'hui, le principal, c'est quand même d'être sur Google parce que c'est encore 95% du trafic, le reste, on verra. Tu vois, on entend plein de discours. T'as encore ça tu l'as encore complètement, pour l'instant. Tu l'as encore complètement. Mais je pense que ça touche tellement de monde, tellement vite, que tout le monde au moins se pose la question. Même ceux qui disent, attends, on verra. Enfin, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais tu sais, je raconte une anecdote que je raconte souvent, sur le mobile, ça a pas été instantané, Je me souviens quand j'étais chez PayPal et qu'on avait parié sur le mobile, c'était en avance de phase. Et quand j'allais voir des gros e-commerçants ici en France, et que je leur disais, les gars, il vous faut une app là, et qu'on me disait, mais non, c'est une mode, ça passera, c'est les Américains, machin, etc. Je l'ai entendu, mais plein de fois, de très gros e-commerçants français. Ça aurait pu être qu'une mode. Aujourd'hui, c'est partout. Moi, il y a une forme de pari pascalien à faire, si tu veux. Les apps, il y a deux types deux zones géographiques qui les consomment différemment. Il y a l'Europe et les États-Unis. La Chine, je sais pas, mais peut-être aussi la Chine comme les États-Unis. En France, on consomme moins d'apps mobiles et plus de comment dire, de version mobile, tout à fait. Des sites web. Et voilà. Écoute, c'est très vrai. Non, mais c'était une parenthèse. Non, mais tu as raison. Mais même le fait de passer une plateforme en mode responsive, donc
pour ceux qui ne connaissent pas, c'est être automatiquement reconnu comme étant un visiteur du site sur un terminal mobile et que du coup le site soit affiché d'une façon qui va bien. Même ça, c'était compliqué à l'époque. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que pas penser FOMO, mais penser pari pascalien. Donc se dire, qu'est-ce que je veux pour ma plateforme pour être prêt relativement rapidement. Alors il y a un truc qui est pas mal quand même. Il y a un truc qui est pas mal, une lueur d'espoir pour tout le monde. C'est qu'on vit aussi à l'ère du lovable. Et ce qui veut dire, donc pour ceux qui connaissent pas lovable, hein, mais c'est finalement utiliser ces nouvelles technologies pour créer n'importe quoi de technologique très rapidement. C'est un gros résumé. Mais ce qui veut dire que vous pourrez peut-être rattraper une forme de retard assez rapidement, si c'est purement technologique et si vous avez choisi la bonne plateforme de base. Ce qui est pas rattrapable, c'est votre marque en tant qu'e-commerçant. Moi, c'est modestement une recommandation, c'est comment ma marque interagit avec l'IA, cette nouvelle technologie, mais garder la marque au centre. La deuxième chose, c'est comment est-ce que je fais pour une plateforme sur laquelle je pourrais toujours me rattraper. Et là, tu viens de mettre le doigt sur un sujet qui est clé, puisque lié à la marque et à la donnée. Oui. La donnée, t'en as parlé un peu tout à l'heure, t'as lâché le mot souveraineté. Quand on réfléchit, comme tu viens de le faire, sur finalement on pourra toujours rattraper une tech parce que c'est que de la tech, mais si la marque, la donnée et là où est la donnée sont maîtrisées, c'est la condition pour qu'on puisse rattraper un retard tech. C'est ce que tu dis en substance, c'est comme ça? C'est un vrai enjeu. Alors, quand je dis on peut rattraper la tech, c'est jamais aussi simple que ça, mais ça l'est plus. À condition, toujours pareil, hein, d'avoir fait le choix stratégique, d'avoir une plateforme dans laquelle c'est rattrapable et que c'est vraiment entre mes mains. Donc quand on parlait de comment je prends mes décisions, moi c'est comme ça que je vois ces décisions. Quel pari je peux faire aujourd'hui ou ne pas faire, mais en revanche ne pas me fermer de porte pour demain et pouvoir rattraper relativement rapidement. Comment j'investis dans ma marque et comment j'investis dans être meilleur au quotidien en utilisant ce que les LLM savent faire très bien aujourd'hui, c'est finalement apporter une forme d'expertise immédiate à tous les niveaux. Comment elle m'augmente et comment elle m'augmente en tant qu'entreprise. Et ça, je pense que c'est vrai pour les e-commerçants. Et après, on va voir les paris qui se font. Hein. Moi, les paris qui se font, on va voir ce qui marche, on va voir ce qui marche pas. Mais donc, dans le FOMO, j'ai envie de dire, il y a suffisamment à faire avec ce qu'il y a aujourd'hui, avec des promesses qui sont déjà tenues par l'IA, pour s'inquiéter du reste. Moi, c'est faites un pari pascalien, hein, dans le doute, choisissez des outils et des plateformes avec lesquels vous ne serez pas restreint dans vos choix futurs, qui devront forcément être les choix de votre plateforme. Ouais, évitons de de se retrouver finalement poignets et mains liées sur Et après pour le reste sur la donnée, on voit que la donnée et la souveraineté, jusqu'à récemment, ça n'était qu'une question presque philosophique. Depuis la guerre en Ukraine, Trump aussi, oui bien sûr, la guerre, mais déjà avant que Trump soit réélu, on se rend compte qu'il y a une dimension politique qui devient stratégique et qui peut nous toucher dans notre quotidien assez rapidement. Ouais, je partage ce point de vue. Si tu dois faire un petit exercice de prospective, évidemment tu t'as pas une boule de cristal et tu lis pas, mais dans les 12-24 prochains mois, on va vers où? Qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur ou alors comment, si on ne sait pas en fait comment il faut qu'on se comporte? Écoute, tu sais, il y a un moment, je travaillais sur la partie innovation chez PayPal. Et en toute humilité, je me suis gaufré un nombre de fois, un nombre de prédictions incalculables. Donc je dis ça avec beaucoup d'humilité, ce que je veux dire avec beaucoup d'humilité. Il y a plusieurs choses. C'est qu'en général, ça va pas être la tech qui va driver quoi que ce soit. C'est toujours l'usage. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un gars, un jour, qui va sortir un truc que tout le monde voudra. Et ce truc sera associé à une expérience qui utilisera l'IA, peu importe ce que c'est, d'une certaine façon. Même si c'est pas optimum, c'est ça que les gens adopteront. Les gens n'adoptent pas une techno. Ils adoptent un usage. Ils font quelque chose. Et c'est ça qui n'existe pas encore forcément. D'accord? Donc moi, je regarde plus les nouveaux usages que les nouvelles technos. Ça, c'est la leçon que j'ai apprise the hard way, comme disent les Américains, à l'époque où je travaillais plus dans l'innovation. Donc je suis plus obsédé par les usages. Et à nouveau, hein. Soyons attentifs à la façon avec laquelle les LLM vont déployer ou pas, ou comment l'usage du shopping à l'intérieur de leur plateforme. Et comment, plutôt, soyons attentifs à ça, et comment moi, ma plateforme, me permet d'être ouvert à toutes les possibilités. Et
en étant hyper vigilant sur les nouveaux usages et en testant plein de choses, mais sur les nouveaux usages. Moi, c'est plus ça, c'est plus les nouveaux usages que les nouvelles tech. Donc, vigilant sur les usages. Pour autant, la tech est bien présente et elle vient transformer, augmenter les opérations. Là, on est plutôt côté back-office. Ouais, complètement. Donc là, il y a aussi à intégrer la façon avec laquelle la tech va pouvoir modifier un certain nombre de points. Là, Oui. il faut aussi Ouais, bien avoir une ampoule éclairée. Ou en tout cas, une conviction forte de ce que je veux faire de ma plateforme demain. C'est-à-dire que, tu sais, il y a ces dernières années, sur les plateformes, il y a eu une prime à la simplicité. On en parlait au début, la simplicité, l'attente de la simplicité, tout doit être aussi simple qu'une app sur mon iPhone. Quand on est commerçant, quand tu as une boutique physique, on sait que rien n'est simple. Il y a des choses qui marchent pas, il y a des jours on n'est pas livré, il y a toujours des emmerdes. On a le droit de dire des gros mots sur ce podcast. On peut le dire. Oui. On a toujours des emmerdes au quotidien. Quand ça marche, on transpire, c'est dur. C'est sympa, on aime ça, mais c'est dur. Donc la promesse de la simplicité, je pense qu'elle est en partie vraie, mais jusqu'à une certaine limite. Et là, c'est un moment où les commerçants vont à nouveau transpirer très fort. Nous, le pari qu'on essaye de faire, ou en tout cas moi, ma vision, parce que tu vois, j'ai dit qu'il fallait que les dirigeants aient des convictions fortes, c'est qu'il y a un niveau de simplicité qu'il faut qu'on offre, et là-dessus, on n'a pas forcément toujours très bon, dans la partie très technique. Ça, c'est clair. Mais en revanche, je ne crois pas aux marchands qui se disent « moi, je vais appuyer sur un bouton et tout se fait tout seul ». Mais qui peut encore décemment croire ça ? Tu sais, c'est aussi quelque part la promesse des modèles comme le dropshipping, etc., finalement. Tu sais, ou de site e-commerce, où demain, tu tapes, c'est en mode prompt de LLM, fais-moi un site qui fait ci, qui fait ça, qui ressemble à celui-là, mais avec des images comme ça, pouf, t'appuies sur un bouton et t'as ton site qui est là. Ouais, mais pour vendre ça existe. Une petite production artisanale, peut-être, si on a des ambitions un peu plus élevées. Oui, parfois t'es surpris. Ok. Parfois t'es surpris. Mais si t'as des ambitions plus élevées et que tu sais que tu vas transpirer, c'est comment tu vas faire ton choix derrière pour te dire, mais si demain je veux transpirer ce sujet-là, est-ce que j'aurai les mains libres pour le faire? Et ça, c'est une vraie question stratégique extrêmement importante pour les dirigeants. Et tu vois, pour moi, c'est probablement la question la plus importante. Avec les données, on en parlait. J'ai envie de te poser la question parce que ça fait justement autour de ça, ça fait 3 mois que tu as pris ton poste chez PrestaShop. PrestaShop, c'est une marque, c'est connu, c'est ultra connu, c'est français. C'est quoi la vision que tu as pour l'entreprise, justement, pour l'adapter au contexte qu'on vient d'évoquer ensemble? Ouais. Nous, si je regarde les forces et les faiblesses de PrestaShop, l'une des forces, c'est que PrestaShop, c'est une solution open source. Donc, elle est customisable complètement. Tu t'empares du code, tu fais ce que tu veux avec. C'est génial. Le problème, c'est quand tu customises trop, tu veux plus le faire évoluer. Parce qu'à un moment donné, ça te coûte cher de maintenir quelque chose qui est complètement custom ou qui a été très customisé. Comment tu fais évoluer sur une version plus moderne? Tu dois refaire tout le code qui était customisé. Il peut pas être inclus dans ce que nous on fournit. Donc, c'est comment nous, on guide les agences et les e-commerçants pour que on puisse facilement migrer vers des nouvelles versions de PrestaShop demain de façon quasi indolore, tout en gardant une flexibilité extraordinaire. Moi, je veux que le core product de PrestaShop devienne à la fois très fort technologiquement, pour qu'on puisse intégrer toutes les nouvelles techno, MCP serveur, etc. qu'on a, un module Géo, etc. Et en même temps, que ce soit très facile d'upgrader sur des nouvelles versions qui adopteront des nouvelles technologies. Ça, c'est une première chose qui, pour moi, est importante, sur laquelle on n'a pas toujours été très bon, nous, et dans la façon d'interagir avec les agences qui intégraient du PrestaShop et à qui on disait pas aussi clairement, peut-être, que certaines customisations rendraient les montées de version compliquées. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est s'appuyer un peu plus fortement sur la communauté pour créer des modules, on peut le dire, extraordinaires, qui tournent autour de ce corps. Et pour rendre le tout, moi j'aime la notion d'antifragilité, à la fois antifragile, mais surtout complètement future-proof. Quoi qu'il arrive demain, vous pourrez faire évoluer votre plateforme PrestaShop pour embrasser n'importe quel nouveau cas d'usage et avoir la techno qui va bien à une vitesse foudroyante. Parce que on a une communauté partout dans le monde qui est extrêmement véloce et qui peut développer des choses. Nous, notre métier, ça va être très très fort dans le fait de parfois donner des bons insights pour inciter certaines agences, certains développeurs qui sont très forts pour développer des choses pour la communauté. Mais l'autre chose, c'est comment on garantit cette qualité et ce fonctionnement vraiment symbiotique avec ce corps qui, lui,
on garantit qui est au top. Donc, comment on le garantit? C'est en étant plus restrictif sur les modules disponibles sur la plateforme. C'est comment on fait? Pas forcément restrictif, mais en tout cas en disant, si vous suivez ces consignes, il y a certaines choses que vous pouvez modifier et d'autres, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, Tant pis pour tant pis pour vous, ça va ouais. être compliqué pour la suite. Déjà, c'est très, 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 très clair là-dessus. C'est une première chose. Et l'autre chose sur les modules, c'est sur certains modules, en tout cas, qui pour nous sont clés, être capable, en quelque sorte, d'apporter une sorte de tampon en se disant, celui-là, on l'a vraiment vérifié toutes les coutures et il fonctionne de façon symbiotique avec le corps. Parce qu'on a une plateforme aussi qui est ouverte quelque part, donc n'importe qui quasiment peut mettre un module sur la marketplace. Pas tout vérifier, etc. Mais certains qui auront un tampon PrestaShop fonctionneront de façon complètement symbiotique. Et le but pour moi, c'est que demain, un e-commerçant, il soit d'abord libre de faire ce qu'il veut, c'est sa responsabilité, mais que s'il suit les guidelines et qu'il fait les choses bien avec des bonnes agences et tout ça, il a un site qui pourra évoluer dans le temps de façon formidable, c'est-à-dire qu'il sera toujours, il sera jamais lié par rapport à une techno et qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas faire, et il pourra choisir où est-ce qu'il met ses données, comment il interagit avec les LLM, etc. Ce sera son choix. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut que les dirigeants e-commerce aient des convictions fortes, et ils pourront retranscrire ces convictions, quelles qu'elles soient, dans leur outil PrestaShop. Olivier, c'est hyper clair et cohérent avec finalement tout le discours que tu as tenu depuis le début. On comprend jusqu'où tu vas dans l'aboutissement de cette stratégie pour PrestaShop. Je pense que les auditeurs qui utilisent PrestaShop reconnaîtront la proposition de valeur que tu leur fais et l'évolution de cette proposition de valeur. J'ai l'impression qu'on a évoqué à peu près tous les sujets qu'on avait décidé d'évoquer ensemble. Je ne sais pas s'il y a un point sur lequel tu as envie de revenir. Si on veut rentrer en contact avec toi, je pense que LinkedIn, c'est la meilleure des solutions. LinkedIn, les différents salons sur lesquels on est présent, et puis on organise pour nos marchands et les agences ce qu'on appelle les PS Tours, qui sont des petits événements qu'on organise un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. J'étais à Milan il y a pas longtemps, ou en Pologne, à Cracovie, on organise des PS Tours un peu partout. Donc venez sur le site de PrestaShop, on les annonce, et vous pouvez venir nous voir, me voir sur ces différents salons avec grand plaisir. Donc PrestaShop, toujours disponible avec ses équipes pour vous accompagner dans les projets qui sont les vôtres. Si à titre plus personnel, vous voulez rentrer en contact avec Olivier, LinkedIn, ou alors vous pouvez passer par moi s'il y a un sujet important, je me ferai un plaisir de te transmettre les requêtes qui me seront transmises. Merci chers auditeurs pour la fidélité avec laquelle vous écoutez les différents épisodes. Merci des messages que vous me faites parvenir. Je vous le rappelle, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, quelles qu'elles soient. Il y en a un grand nombre. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Apple Music, mais aussi sur YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner sur celle de votre choix, de partager autour de vous l'existence de ce contenu. Par exemple, celui-ci, partagez-le à d'autres e-commerçants qui pourraient être intéressés. Olivier, merci encore pour l'accueil. On enregistre dans les bureaux de PrestaShop. Merci pour la qualité de cet échange. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup.